Bonjour à tous, ici Christian Grand-Boubou en chef du Scorpion Masqué. J'aimerais aujourd'hui profiter du temps que j'ai pour vous signaler que j'ai hâte que le déconfinement arrive pour enfin retrouver mon coiffeur, mais aussi pour partager avec vous quelques trucs que j'ai développés avec les années pour pouvoir jouer avec ses enfants à des jeux de grands. Parce que oui, évidemment, on a des jeux pour enfants, chasse aux monstres, Zombie Kids et compagnie, mais parfois à la maison, on a aussi des jeux de grands, disons-le ainsi, et il arrive que nos enfants voient notre collection de jeux et tout à coup pointent une boîte qui ne leur est pas destinée. Je veux jouer à Agricola, je veux jouer à Twilight Imperium, je veux jouer à Dungeon Pets ou Dungeon Lords. Que faire dans ce temps? Eh bien oui, vous pouvez dire oui, vous n'êtes pas forcé de dire non. La première pratique que j'ai faite moi-même en fait, c'est une pratique qui est un peu sportive, mais qui est très intéressante parce que c'est une forme d'exercice de game design. Vous laissez choisir votre enfant. Vous lui dites, prends la boîte que tu veux. Vous allez la chercher dans la bibliothèque, vous la posez sur la table, et là, vous ouvrez. Et dans le 33 secondes que vous avez devant vous avant que tout soit partout répandu par terre sur la table, vous devez inventer un jeu à partir du matériel que vous avez là. Votre enfant, il a 3, 4, 5 ans, il n'est pas vraiment en mesure de jouer à Twilight Imperium. C'est pas grave, inventez un jeu de vitesse, un jeu de reconnaissance, un jeu d'observation à partir des pièces que vous avez devant vous. Et votre enfant, il sera content parce qu'il aura l'impression de jouer à Twilight Imperium. C'est pas trop un gros mensonge, je crois. Maintenant, quand il vieillit, que tout à coup, il a joué à son premier Carcassonne ou d'autres jeux d'apprentissage progressifs, là, peut-être que vous pourriez lui enseigner à jouer à peu près au vrai jeu. Alors, je vais structurer mes conseils en deux parties principales. Tout d'abord, comment rendre les jeux accessibles. Et ensuite, comment vous-même vous amuser à ces jeux-là, parce qu'évidemment, si je joue à Agricola avec Fiston, eh bien, je vais le laminer, comme on dit, et j'aurai pas vraiment de plaisir. Ou alors, je vais devoir me retenir de bien jouer pour que ce soit à peu près égal, et j'aurai pas de plaisir vraiment non plus. Alors, première partie, comment rendre le jeu accessible? Évidemment, c'est de laisser tomber de grands pans de règles. N'hésitez pas à couper, ce n'est pas grave. Non, le jeu ne sera probablement pas dans sa forme optimale, évidemment, parce que l'éditeur qui est derrière, il a travaillé fort pour en faire un bon jeu, et chaque règle, normalement, a une raison. Il y a une raison pourquoi chaque règle est présente. Mais dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment très grave. Laissez tomber des points de règle. Reprenez d'abord ce qui peut s'enlever sans affecter le reste. Normalement, dans un bon jeu, ça devrait pas être là très souvent. C'est-à-dire que chacun des éléments, normalement, dans un bon jeu, est relié aux autres. Mais parfois, on peut couper certains trucs sans que ça change trop le reste. Sinon, évidemment, enlevez ce qui est le plus compliqué. Et puis là, où ce qui vous intéresse le moins carrément, soyez vous-même, encore une fois, game designer et modifiez le jeu de façon à ce qu'il soit plus accessible. Je vous recommanderais d'enlever surtout les éléments qui sont très punitifs. Il y a eu toute une vague de jeux allemands où il fallait, à intervalles réguliers, payer un certain nombre, souvent de nourriture, nommons Agricola encore une fois. Ce genre d'élément-là, qui est assez frustrant souvent, c'est le premier genre d'élément justement que je laisserais tomber si j'avais à simplifier un jeu. Ensuite, toujours pour rendre le jeu accessible, réduisez la durée de les parties. Évidemment, l'enfant de 7-8 ans, jouer un jeu qui va durer 2 heures, c'est pas tellement pour lui. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut tout d'abord réduire le nombre de tours que compte la partie. Certains jeux comptent un nombre de tours fixe, 10 tours, 12 tours, 14 tours. N'en jouez que 8. C'est pas grave, on va avoir une expérience satisfaisante quand même à cet âge-là, je vous le garantis. Parfois, les jeux sont structurés non pas en nombre de tours fixes, mais en nombre de points à atteindre. Alors, c'est très simple, vous pouvez deviner que vous pouvez simplement diminuer le nombre de points qu'il faut atteindre pour mettre fin à la partie. Parfois, il faut épuiser une certaine quantité de matériel. Comme dans Carcassonne, on a une pile de tuiles, et puis une fois que toutes les tuiles sont passées, la partie se termine. Enlever un tiers, un quart, la moitié des tuiles, ce n'est pas très grave, encore une fois. On n'est pas dans un tournoi, c'est pas une grande compétition. Donc, votre enfant ne vous en voudra pas s'il se rend compte que la tuile sur laquelle il comptait, parce qu'il sait qu'elle existe dans le jeu, n'est pas présente. On n'est pas rendu là encore.
Ensuite, je bascule avec les éléments qui vont vous permettre d'égaliser les chances, hein, de faire ce qu'on appelle un handicap. Hein, vous pouvez faire deux choses, soit essentiellement augmenter la force de l'enfant, lui donner plus de chances, et vous diminuer votre propre force. Alors, dans les jeux où on commence avec un certain nombre de ressources, ben, donnez-en plus à l'enfant et enlevez-vous-en une certaine quantité. Et là, évidemment, la quantité à enlever à vous ou à rajouter à votre enfant dépend de la différence de force. Je vous laisse juger. N'hésitez pas à appuyer davantage sur le levier en commençant, c'est-à-dire vous mettre vraiment dans le pétrin et lui donner la vie facile pour qu'il ait du plaisir. Et là, tranquillement, ben, changer cet équilibre pour qu'à un moment donné, il y ait presque plus de différence, mais que vous soyez toujours très compétitifs l'un l'autre. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est que vous jouiez à votre force maximum, puis que vous creusiez le cerveau comme si vous jouiez avec vos meilleurs amis, mais qui sont des adultes, et que malgré ça, ben, votre enfant, il a des chances de gagner. Parfois, il y a des jeux dans lesquels on ne commence pas avec des ressources de départ. Je pense notamment à Splendor, à Aventurier du Rail ou à Pointe Salade qui est sorti récemment, qui est un excellent jeu. Eh bien, dans ce cas, quand je joue par exemple à Splendor avec ma fille, je la laisse jouer 2, 3, voire 4 tours avant même que moi je joue mon premier coup. Ce qui fait que là, ben, elle peut construire sa machine et puis, évidemment, c'est un avantage de jouer plus de fois que son adversaire dans la plupart des jeux. Dans un jeu de vitesse, fermez vos yeux pendant 3 secondes quand on révèle le truc qu'on doit résoudre et sur lequel on doit taper. Bon, qu'on joue à Double, à Jumba ou à n'importe quel autre jeu de vitesse. Fermez simplement vos yeux pendant 3 secondes, mais comptez-les à voix haute. Vous allez voir, ça crée quelque chose de très drôle parce que l'enfant, un peu comme quand on joue à cache-cache ou à la cachette, si vous êtes au Québec ou en Europe, on prononce pas le même mot. Donc, quand on fait ce décompte 3, 2, 1, ça excite l'enfant beaucoup, ça le rend nerveux, mais ça augmente le plaisir ludique aussi, ça augmente la tension. Il sait qu'il doit se dépêcher. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ces quelques petits trucs qui vont vous permettre peut-être d'affronter vos jeunes enfants à des jeux de grands. Et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au plaisir!